Messieurs, dames, merci à tous de vous joindre à ce webinaire qui va porter sur l'évolution législative portant sur la réforme des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et pour ce webinaire, eh bien, on a la chance d'être accompagné par Sébastien Panetier. Et donc, Sébastien, ce que je te propose, c'est qu'on commence par se présenter l'un et l'autre. Sébastien, qui es-tu? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Sébastien Panetier, je suis expert comptable. Mais j'aime plus trop la compta, donc je préfère faire des payes maintenant. Désormais, on établit des payes. On a envoyé nos dernières DSN, hein, ouf. On anime des formations payes dans toute la France. Et enfin, on est éditeur également d'ouvrages professionnels, dont notamment le plan paye, dont Vasa est le partenaire. Eh bien, merci Sébastien. Donc, Jean-Sébastien Lefebvre. Donc, moi, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Vasa. Vasa, c'est le partenaire de confiance des cabinets d'expertise comptable sur les sujets de conformité en protection sociale. Alors maintenant, les présentations étant faites, ce que je vous propose, c'est que on va attaquer directement sur la définition des termes, puisque j'imagine que parmi les personnes qui nous suivent, eh bien, les personnes qui sont particulièrement familiarisées à l'ensemble des sujets qu'on va aborder, et d'autres un peu moins. Donc, on va peut-être déjà commencer par la définition et le vocabulaire. Sébastien. Donc, quels sont les termes les plus importants déjà à bien comprendre et à bien connaître? Alors, tout d'abord, le premier terme, les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, les IGSS qui sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie selon différents arrêts, les arrêts maladie, les congés maternité, les accidents de travail ou les maladies professionnelles. Versées par la CEPAM, soit par l'employeur qui doit les reverser ensuite aux salariés dans le cadre d'une subrogation, soit ces IGSS sont versés directement par la CEPAM, directement aux salariés. Ok, et qu'est-ce que c'est que la loi de mensualisation? Ah, la loi de mensualisation, c'est quand on était tout jeune, Jean-Sébastien. En 1978, en fait, ça permet en vérité d'avoir toujours le même salaire tous les mois. Et ouais, qu'on soit au mois de février, au mois de juillet ou au mois de décembre, on a le même salaire tous les mois. Et en plus, dans cette cadre de cette loi de mensualisation, c'est là qu'ils avaient prévu que l'employeur devait maintenir, dans certains cas, le salaire du salarié. Donc, dans le cadre de la loi, c'est plutôt du 90%, du 66 de tiers, et souvent dans les conventions collectives, on voit du 100%. Donc, évidemment, cette loi de mensualisation a son importance dans les payes, et il faut quand même bien le dire, des fois, les payes des gens en arrêt maladie, ce n'est pas les plus simples. Alors, pour aller un tout petit peu dans le détail de la loi de mensualisation, puisqu'elle aura un impact sur l'évolution effectivement législative qu'on a ici, globalement, si rien n'est prévu par la convention collective, la loi définit que le salarié doit maintenir 80, l'entreprise doit maintenir pour le compte du salarié 90% du salaire brut du collaborateur, passer un délai, et ensuite, derrière, ça passe à 66%. C'est le délai de couverture à la base de prise en charge par l'entreprise, c'est un mois, et sur les 90%, et un mois sur les 66%. Ce délai augmente tous les 5 ans. Donc, vous gagnez des jours tous les 5 ans. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est le cadre légal. Derrière, vous pouvez avoir effectivement des conventions collectives, comme le disait Sébastien, qui vont aller au-delà et obliger l'employeur à prendre en charge, par exemple, jusqu'à 100% du salaire. Et donc, évidemment, ça sera la convention collective qui va s'appliquer. Dans le cas où la convention collective viendrait être moins disante que ce qui a été prévu par la loi, évidemment, c'est la loi qui s'applique et pas la convention collective. Alors, maintenant, cela étant dit, Sébastien, prenons un cas pratique. Donc, on a Madame Durand, qui a un cadre évidemment dynamique de l'entreprise X et qui, pour une raison X ou Y, est arrêtée pendant 43 jours pour une pathologie. Et donc, eh bien, il y a Monsieur Mathieu qui lui dit, mais écoute, je suis vraiment désolé pour toi, mais en plus, l'effet qui se coule, c'est non seulement t'es pas bien, mais en plus tu vas perdre de l'argent du fait de ton arrêt de travail.
Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette situation, Sébastien? Alors, tout d'abord, ça va dépendre combien elle va perdre ou pas. En effet, les indemnités journalières de sécurité sociale maladie vont pouvoir indemniser la salariée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a alors, la loi de mensualisation que tu as souligné tout à l'heure qui fait que le salarié va recevoir un maintien de salaire. Et en plus, dans le cadre des prévoyances, qui prévoient parfois le maintien de salaire dans le cadre d'incapacité. Alors concrètement, comment ça marche tout ça? Et hein, il y a une nouvelle loi qui est apparue en ce début d'année et qui va avoir un impact très important au niveau des entreprises, des organismes de prévoyance et également au niveau des salariés. Alors, le calcul, c'est tout simple en fait. C'est que la base de calcul avant était plafonnée à 1,8 fois le SMIC. Maintenant, les ISS vont être plafonnés à 1,4 fois le SMIC pour les arrêts maladie qui vont débuter à partir du 1er avril 2025. Donc, pour les arrêts, par contre, qui ont débuté avant le 1er avril, on va rester sur 1,8 fois le SMIC. Alors, il me semble que en préparant ce rendez-vous, tu me disais qu'il y avait effectivement quand même des éléments sur lesquels il allait falloir être vigilant. Déjà, premier point, si je me rappelle bien, tu me disais que si il y a un arrêt de travail, admettons au 1er janvier, eh bien, il restait même aujourd'hui toujours couvert à 1,8 fois le SMIC. Mais par contre, se pose la question dès lors qu'il y a une prolongation de l'arrêt de travail. Qu'est-ce que tu peux Ouais. nous dire dessus? On peut être un peu surpris depuis ce début d'année qu'il y a beaucoup de réformes où on a avant et après. Tu as les avantages en nature véhicule avant et après le 1er février. Tu as les apprentis avant et après, contrat conclu avant ou après le 1er mars. Et bien là, tu as les IGSS conclus avant et après le 1er avril. Donc, deux calculs qui vont être complètement différents. Un, sur les logiciels de paye. Les logiciels de paye vont être obligés de le gérer pour pouvoir bien le calculer dans le cadre d'un précompte. Mais en plus, c'est vrai qu'au niveau de la CEPAM, il va falloir également, au niveau de cet organisme-là, le gérer, sachant qu'il va falloir être vigilant et toujours rapprocher les montants qu'on perçoit de la CEPAM ainsi que les montants qu'on met en bulletin de paie dans le cadre de subrogation. Tu sais, Jean-Sébastien, depuis quelques temps, en fait, lors de renouvellement d'arrêt maladie, des fois, le samedi, dimanche n'est pas pris en compte par la CEPAM et n'est pas indemnisé. Donc, on espère, je suis sûr que ça va bien se passer, mais on espère que dans le coup, la CEPAM va correctement faire les calculs et c'est bien les arrêts maladie qui vont débuter à partir du 1er avril 2025 où ça va être plafonné à 1,4 fois le SMIC. Donc concrètement, en cas de renouvellement, théoriquement, c'est le fait générateur qui doit être pris en considération et donc en conséquence de quoi, vous devriez avoir une prise en charge à 1,8 fois le SMIC pour tout arrêt de travail dont le fait générateur est avant le 1er avril 2025. Tout ce qui est après, effectivement, on appliquera les textes tels qu'on va vous les présenter aujourd'hui. Concrètement, comment ça marche? Alors concrètement, en fait, c'est vrai qu'on dit 1,8, 1,4 fois le SMIC, ça fait un petit peu juriste, un peu juridique, et ben, dans le coup, quel est le vrai impact? Alors on a un SMIC depuis le 1er janvier 2025, qui est d'ailleurs identique à celui avec lequel on a terminé en 2024, 1801,84 €. Donc c'est tout simple, hein, 1,8 fois cette valeur-là donne 3243,31 €, alors que la base sur 1,4 fois le SMIC, ça fait 2522,78 €. Donc on se rend compte que tout simplement, la base plafonnée mois par mois est donc beaucoup plus faible et on va le voir dans le slide suivant de manière beaucoup plus pratique dans le calcul des IGSS que percevrait le salarié. Alors, point important à comprendre, c'est que quand on dit plafonner à 1,8 fois le SMIC, ça veut dire que concrètement, quand vous gagnez 3 000 euros, vous n'avez pas aujourd'hui, enfin aujourd'hui, vous n'aviez pas hier d'impact sur votre rémunération en cas d'arrêt de travail. Si vous gagnez plus de 3 243 euros, admettons 4 000 euros, vous cotisez pour vos 4 000 euros, mais vous ne serez indemnisé qu'à hauteur de 3 243,31 €. Donc ça, c'était ce qui était vrai au 1er janvier. Maintenant, depuis le 1er avril, eh bien, on va voir un petit peu ensuite comment ça fonctionne. Mais concrètement, là, on a décidé avec Sébastien de prendre le cas de notre dame. Et donc, Notre-Dame a une rémunération qui évolue avec en juin 3 900 euros, en juillet 2 100 euros et en août 2 800 euros. Explique-nous un petit peu les calculs qui sont faits.
Ouais, tout à fait, Jean-Sébastien. Alors déjà, dans un premier temps, en fait, les bases que tu vois, 3 900 juin, 2100 juillet, 2800 euros au mois d'août, sont très souvent en fait le salaire brut qu'a perçu le salarié au cours des mois précédents, qui a été déclaré via la DSN mensuelle. Mais attention, si le salarié a été absent également les mois précédents, on peut avoir des salaires réétablis également qui peuvent être calculés et qui ont été indiqués dans cette DSN mensuelle. Et donc, le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale vont se déclencher après avoir envoyé une DSN événementielle qui va reprendre donc ces 3 derniers mois de salaire et dont la CEPAM va ensuite faire le calcul que nous devons vérifier la plupart du temps, pas seulement au niveau du montant, mais souvent au niveau des jours indemnisés. Donc, au mois de juin, là, nous avons la salariée qui a 3 900 euros. Bah, dans le coup, cette valeur de 3 900 euros est plafonnée à 3 243,31 euros. Au mois de juillet, elle a 2100 et au mois d'août, 2800. 2100 et 2800 étant inférieurs à 3243,31, nous reprenons ces valeurs dans le calcul. Nous additionnons donc les 3243,31 plus les 2100 plus les 2800. On divise par 91,25 parce qu'il y a 365 jours dans l'année, Jean-Sébastien. Et ouais, divisé par 4 trimestres, ça fait 91,25. Multiplié par 50%. Et Jean-Sébastien, tu ne le savais pas tout à l'heure, mais en fait, il y a quelques années de ça, on était à 66 de tiers pour les personnes qui avaient plus de 3 enfants à charge à partir du 31e jour d'arrêt maladie. Je rassure tout le monde, c'est 50% maintenant pour tout le monde. Multiplié par 40 jours, parce qu'on applique 3 jours de carence, ça nous fait donc 1784,33 euros. Nous avons la chance en France d'avoir de la CSG-CRDS, auquel on applique 6,70%. Ce qui fait un montant net versé de 1665,25 euros. Ce qui est assez rigolo sur le bulletin de paye, c'est que vous avez 3 valeurs avec lesquelles on va jouer. Le montant brut des IGSS, 1784,33, qui va être mis en moins en haut du bulletin de paye. 1665,25 qui va être mis en bas du bulletin de paye, reversé aux salariés. Et histoire de rigoler, quand tu as des arrêts maladie de moins de 60 jours, tu as en plus une base de prélèvement à la source où il faut isoler la CSG-CRDS non déductible, car évidemment, comme son nom l'indique, la CSG-CRDS non déductible, ça vous permet de payer de l'impôt sur le revenu sur cette cotisation que vous payez. En tout cas, la salariée ici a reçu donc un montant d'IGSS net de 1665,25 euros. Alors, concrètement, aujourd'hui, avec 1,4 fois le SMIC, qu'est-ce que ça nous donnerait dans cet exemple? Alors, au mois de juin, il était déjà plafonné, donc là, évidemment, il va encore plus plafonner. Au mois de juillet, tout va bien, il n'a que 2100, mais au mois d'août, par contre, il va être replafonné à 1,4 fois le SMIC, soit 2522,57 euros. Donc, les 3 sommes qui vont être prises en compte, c'est 2522,57 plus 2 fois à cause du plafonnement, plus les 2100, toujours divisé par 35, toujours divisé par 50%, toujours multiplié par 40 jours. Ça nous fait un montant brut de 1566,06 euros, avec toujours de la CSG des CRDS dessus. Ça nous fait donc un montant net versé de 1461,13 euros. Donc, vous avez remarqué que la salariée, quand elle avait 1,8 fois le SMIC, elle gagnait 1665,25. Et là, elle ne gagne plus que 1461,13. On a presque perdu 200 euros d'indemnité journalière de sécurité sociale sur ces 40 jours. En fait. Alors, est-ce qu'elle perd réellement 200 euros de pouvoir d'achat? Oh, c'est pas si simple, Jean-Sébastien. Il faut analyser avant les choses. Et c'est vraiment pas simple. Et oui, Donc, tu as donc, je parlé de crois la que loi. la vraie question et ce qu'on s'était dit, c'est qui paye? En vérité, qui va payer les conséquences de cette évolution légale? Et donc, en fait, à cette réponse, si j'ai bonne mémoire, on a 3 réponses possibles. Quelles sont-elles? Alors, tout à fait, Jean-Sébastien. Tu as très bien décrit tout à l'heure la loi de mensualisation. Eh ouais, on est obligé de maintenir le salaire selon les règles légales ou des règles conventionnelles. Donc, tu peux tout à fait, je le fais de manière un petit peu, la personne est absente, elle gagne 2000, moins 2000 euros d'absence, maintien de salaire plus 2000, et puis, dans le coup, les IGSS qui vont se mettre en bas par rapport au montant d'IGJ. Si les IJ diminuent, ben, évidemment, dans le coup, le maintien de salaire va être plus important. Donc, ça veut dire que le coût de l'employeur va être plus important. Et en plus, si ton maintien de salaire est plus important, ben, ta base brute est plus importante. Donc, ta base cotisable est plus importante. Donc, tu vas payer des cotisations patronales en plus. Alors, parfois difficile parce que souvent, tu as des IGSS bruts en moins, tu as eu la garantie sur le net qui permet aux salariés de ne pas gagner plus en étant en arrêt maladie.
et les effets aussi des cotisations patronales dessus. Donc évidemment, Jean-Sébastien, ouais, c'est chaud. Ça veut dire que l'entreprise va perdre beaucoup d'argent dessus. Là, on a déterminé le montant des IJ perdu au niveau du montant brut de 355 euros. Difficile entreprise par entreprise de le déterminer parce que le coût patronal peut varier, mais on peut dire presque que ce serait, dans certaines entreprises, une perte de 500 euros en totalité au niveau du coût de l'employeur. Donc, pour répondre à ta question, Jean-Sébastien, des fois, c'est l'entreprise qui va payer et pas le salarié. Donc concrètement, pour être sûr que ça soit que j'ai bien compris ce que tu as dit, dans le cadre où l'employeur doit le prendre en charge dans le cadre de la loi de mensualisation, il va évidemment prendre en charge le salaire. Mais donc, derrière, pour un travail qui est pas réalisé puisque le salarié est absent, mais donc l'élément sur lequel il va devoir intervenir, en plus de ce qui était prévu initialement, bah, il payera en sus des cotisations sociales, comme si c'était un salaire classique. Exactement, ouais, complètement. Ouais. Deuxième effet qui se coule, les IJ prévoyance. Oui, en effet, après 90 jours ou 120 jours d'arrêt maladie, parfois, ou même lorsqu'il y a, dans le cas de la mensualisation, dès qu'il y a un maintien de salaire, les IJ prévoyance sont versés aux salariés ou à l'entreprise pour faire face à cette incapacité et garantir et financer en fait cette perte de salaire. Tu as bien compris en fait que les IJ prévoyance, si par exemple c'est calculé sur 85% du net habituel du salarié, 85% moins les IJSS, ces IJSS sont plus faibles, ben, dans le coup l'IJ prévoyance va être plus élevé. Qui dit des prestations de la prévoyance plus élevées, dit des cotisations plus élevées. Donc, il faut s'attendre certainement dans les mois qui suivent à des augmentations de cotisations prévoyance liées à l'incapacité. Mais je sais que tu vas nous en parler de manière un peu plus. Alors, effectivement, je vais utiliser là des termes qui sont pratiqués dans le monde de l'assurance. Vous avez deux types de contrats qui peuvent apparaître. Vous avez des contrats dits effectivement de mensualisation et des contrats de prévoyance tout à fait classiques. Les contrats de mensualisation ont vocation à prendre en charge l'obligation légale de l'entreprise de maintenir les éléments de rémunération dans le cadre de la loi de mensualisation, comme le nom l'indique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de contrat, l'intérêt, c'est que ça vous permet de lisser un risque et ça passe directement dans les charges de l'entreprise. Ça, c'est le premier point, mais c'est quelque chose qui est finalement pas très développé aujourd'hui. Et donc, la plupart du temps, c'est quand même l'entreprise qui prend en charge ces éléments de risque. Ensuite, vous avez les contrats de prévoyance, arrêt de travail, invalidité, décès, qui sont prévus par 70% des conventions collectives. Là, on était, il y a encore quelques années, sur des contrats qui étaient relativement bénéficiaires. C'est-à-dire que on a vu tous des évolutions de cotisation très fortes sur les complémentaires santé, notamment à partir du moment où on a engagé les éléments du 100% santé. Eh bien, depuis la crise Covid, très clairement, on voit une dégradation des résultats techniques des contrats de prévoyance. Et ces éléments, ces évolutions légales risquent d'avoir un impact quand même assez significatif sur les éléments tarifaires. Non pas eux tout seuls, mais ça, plus l'ensemble des autres éléments qu'on voit arriver dans l'écosystème. En conséquence de quoi, effectivement, il y a des risques d'évolution de cotisation, mais il y a un autre risque aussi qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est des partenaires recommandés qui dénoncent les accords pour ne plus être le prestataire qui va prendre en charge tel ou tel risque. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'apparition de questionnaires de santé de plus en plus draconiens. On le voit déjà apparaître dans un certain nombre de conventions collectives, mais c'est pas obligatoire. Eh bien, quand vous avez ces éléments-là, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de rejets ou d'augmentation du coût des primes dès qu'il y a eu le moindre arrêt de travail, le moindre accident X ou Y. Donc ça, c'est un élément qui peut avoir un impact non négligeable sur les résultats des entreprises et sur lequel vous, professionnels, vous serez sans doute amené à apporter une expertise complémentaire pour que le client soit en capacité de faire les arbitrages qui seront les plus opportuns.
Donc, Et on a vu… Oui, pardon, Sébastien. oh non, non, je vais aller plus vite. J'étais déjà sur le problème du salarié, mais vas-y, excuse-moi, c'est moi qui Bah t'ai… justement, j'allais te dire, si c'est pas pris en charge par l'entreprise, si ce n'est pas pris en charge par un assureur, organisme de prévoyance ou une mutuelle, eh bien, troisième cas de figure, qui est-ce qui paye? Le salarié, évidemment, oui. Qui va perdre donc ici 330 € de moins par mois directement sur son compte bancaire. Donc ça veut dire que c'est pas un petit montant quand même, 300 € de moins par mois lorsque tu es en arrêt maladie. Donc évidemment que cette prise en charge, soit par l'employeur, soit par la prévoyance, soit par le salarié, vont avoir un impact à droite ou à gauche assez important en termes économiques, mais en termes de vie sociale également. Donc là, quel est le cas de figure qu'on va rencontrer? On vous avait dit que globalement, vous avez la loi de Mensu qui est applicable à toutes les entreprises. On vient de vous dire qu'il y a 70% des entreprises, ou plutôt des conventions collectives qui sont couvertes par un contrat de prévoyance. Alors quand je dis que c'est couvert par un contrat de prévoyance, c'est pas forcément une indemnité journalière. Donc ça peut être simplement sur la partie invalidité ou décès, hein. Donc, il peut très bien ne rien prévoir en cas d'arrêt de travail ou d'accident du travail en indemnité journalière. Mais donc, on a quand même 30% des entreprises, enfin 30% des conventions collectives sur lesquelles il n'y a pas de couverture assurantielle. Et donc, sur la partie loi de mensualisation, la loi de mensualisation, elle n'est pas valable in vitam aeternam, c'est-à-dire que le principe de base, c'est 30 jours plus 30 jours qui a tendance à augmenter. Ça veut dire qu'un arrêt de travail de longue durée, admettons, comme on parlait tout à l'heure, d'un arrêt de travail de 4 mois, la loi de mensualisation va compléter sur le premier mois, puis sur le deuxième mois, et encore que à 66%. Donc, il y aura effectivement de la casse pour le salarié. Et donc, ça, c'est un élément à prendre aussi en considération, effectivement, en cas d'un arrêt de travail qui est long. Alors, on a fait deux autres petits tableaux, Jean-Sébastien, pour voir l'impact de cette loi. Alors, Bon, avant bon, qu'on rentre là-dessus, simplement, Sébastien, ouais. s'il y a des choses, là, on va rentrer un petit peu sur des petits points de précision X ou Y. N'hésitez pas à utiliser la partie conversation. Donc, vous avez questions-réponses et puis conversation. Vous pouvez nous écrire directement par ce channel. On va reprendre les questions sur les points où on aurait pu ne pas être tout à fait clair, éventuellement, ou sur des choses sur lesquelles vous aurez souhaité avoir des éclairages particuliers, et on y reviendra derrière. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail de 2, 3 éléments, mais profitez de ce temps, effectivement, pour nous interpeller si vous le souhaitez sur tel ou tel point. Donc oui, effectivement, Sébastien, se poser la question derrière, dans le détail des éléments qui pourraient être perdus au regard de la rémunération des uns et des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce tableau? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on a essayé par niveau de rémunération, on est parti de multiplicateur par rapport au SMIC, de voir quelle était la perte en fait qu'on pouvait avoir par mois sur un mois de 30 jours, combien de montants d'IGCS brut et d'IGSS net on allait perdre par niveau de rémunération. Donc, évidemment, pour tout ce qui est inférieur à 1,4 fois le SMIC, il n'y a pas d'impact. Et les impacts commencent à se faire sentir entre 1,4 et 1,8 fois le SMIC. Et bien sûr, pour toutes les rémunérations supérieures à 1,8 fois le SMIC, on voit qu'on perd 355 € brut d'IJ, voire 331 d'IJ net. Un Donc autre là, petit… effectivement, on voit que à partir d'1,8 fois le SMIC, il n'y a plus d'évolution derrière. C'est parce que, évidemment, c'était entre guillemets déjà perdu euh, avec la loi, enfin, avec l'état légal antérieur au 1er avril. Exactement. Ouais. Dans le deuxième petit tableau, je me suis dit, tiens, je vais reprendre un autre exemple. Je vais prendre un gars qui gagne 4 000 €. Voilà, mais par mois. Je ne m'embête pas là, cette fois à dire quel salaire, machin. Donc là, on a pris bien sûr l'abattement d'1,4 ou d'1,8 fois le SMIC mois par mois. Ce qui nous fait ici, toujours en appliquant 91-25, toujours 50%. J'ai repris le même calcul qu'on a vu tout à l'heure
40 jours d'IJSS avec 3 jours de carence, 43 jours d'arrêt maladie, on voit que le salarié perd 473,91 € d'IJSS brut. Évidemment, on voit bien ici les impacts assez importants qu'on peut voir. Tu sais, Jean-Sébastien, là, depuis le début de l'année, en fait, on voit au niveau de la paye plein d'impacts en fait, qui sont quand même relativement importants. C'est les avantages en nature, ils ont progressé de 66%. Les apprentis maintenant sont soumis à CSG, CRDS avec un abattement qui est passé de 79% du SMIC à 50% du SMIC, des aides apprentis qui ont complètement chuté. Enfin voilà, pas mal. La réduction Fillon qui est restée identique pour cette année, mais l'année prochaine, elle va complètement être révolutionnée. On a des taux majorés maladie, des taux majorés AF qui sont passés de 2,5 fois le SMIC à 2,25 fois le SMIC et 3,5 fois le SMIC pour le taux AF à 3,30 fois le SMIC. Donc, on sent quand même une volonté de l'État de faire un petit peu des économies à droite à gauche via la paye. Tu sais que la paye est un des bons moyens pour pouvoir faire passer toutes les nouvelles mesures. Mais en tout cas, c'est certain que voilà, ça s'accompagne en fait d'une volonté d'économie de la part de l'État, en tout cas. Une autre chose aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé ensemble, Jean-Sébastien, tout à l'heure, c'est qu'on voit bien qu'au niveau des… tu vois, tous les salariés vont cotiser exactement à la même chose au niveau des cotisations maladie, mais on a des prestations qui baissent. Alors que de l'autre côté, on va avoir des IJ prévoyance qui vont progresser, mais les cotisations prévoyance vont augmenter. Bon, en tout cas, effectivement, c'était des éléments qui sont, je pense, pour les uns et pour les autres, quel que soit son statut, hein, chef d'entreprise, assureur ou salarié, absolument réjouissant. Sébastien, je suis expert en protection sociale, je suis expert comptable, je suis gestionnaire de paye, je suis simplement quelqu'un un RH, DRH ou je ne sais trop quoi, j'ai des sujets d'expertise, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai des questions à te poser. Comment je fais pour venir vers toi? Alors, tout d'abord, nous sommes un organisme de formation, une réalisation des formations d'actualité paye régulières pour des petites ou des grands groupes, des petites entreprises ou des grands groupes. Si vous êtes intéressé par nos prestations de formation, vous pouvez tout à fait nous contacter sur l'adresse mail suivante sp@aspeaudit.fr. Vous pouvez nous suivre aussi également sur LinkedIn où vous avez la possibilité de nous contacter. Et nous sommes également donc producteurs de paye, nous avons réalisation également des payes pour des associations ou des entreprises de manière régulière. Voilà. Et puis surtout, et ceux qui n'auraient pas acheté le plan paye, encore parmi ceux qui sont présents, peuvent tout à fait acheter le plan paye disponible à la FNAC, dans plein de bonnes boutiques. En tout cas. Voilà. Et je souligne aussi le fait que sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, régulièrement tu rédiges des contenus de grande qualité à disposition des uns et des autres sur l'actualité, comme nous venons de le faire actuellement. Et j'invite effectivement les uns et les autres à s'abonner, en tout cas à suivre effectivement ces communications parce que vous obtiendrez des informations de grande valeur. À titre personnel, donc, enfin même pas à titre personnel, si vous souhaitez effectivement avoir un accompagnement, enrichir, vous êtes expert comptable, vous souhaitez enrichir votre offre, vous sécurisez votre cabinet sur les sujets de conformité en protection sociale pour vous assurer que vos clients aient des contrats qui soient en adéquation avec leurs obligations conventionnelles, que les DIE soient bien rédigés, qu'elles soient bien à jour des obligations, que les collaborateurs aient bien pris connaissance et signé cette DUE, que les cas dérogatoires soient bien gérés, etc., etc., eh bien, vous pouvez effectivement prendre la tâche auprès de Vasa. Vasa, donc vous avez, c'est vasa.fr, vasa.fr. Et à ce moment-là, nous vous mettrons en relation avec Frédéric, qui vous accompagnera, vous fera une présentation effectivement de notre solution, et on pourra voir derrière si c'est en adéquation avec le fonctionnement interne de votre cabinet. Messieurs, dames, je vois qu'il n'y a pas de questions. Sébastien, est-ce qu'il y a un dernier point à rajouter? Oh, il y en a certainement beaucoup, mais je pense que tu as envie de déjeuner comme l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Non, juste un petit point comme ça. Je pense qu'il y a quand même 2-3 gestionnaires paye ou 2-3 responsables paye avec nous.
juste pour vous dire qu'on espère que ça va pas être plus complexe que ça et qu'on espère qu'ils vont nous laisser un petit peu tranquilles avec toutes les dernières mesures. Mais ça, c'était un petit cri du cœur, Jean-Sébastien, rien de... Et bien, sur ce cri du cœur, messieurs, dames, je vous souhaite donc un excellent appétit et on reste à votre disposition. Excellente journée à vous, à très bientôt. Au revoir, messieurs, Excellente dames. journée à vous également.